Du coup, je suis très contente donc d'accueillir pour cette masterclass Emmanuel et puis Gabriel pour parler de troubles digestifs. Je sais que vous êtes nombreux, nombreuses de diètes qui utilisaient mon suivi diète dans ce cadre-là pour des suivis de patients qui ont des troubles digestifs. Donc c'est dans ce cadre-là que moi j'ai rencontré Emmanuel, donc le fondateur de Podmapédia. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait finalement pas mal de diètes qui utilisaient et mon suivi diète et FODMAPédia pour leur suivi de patients. Donc on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire et peut-être que c'était intéressant de parler de nos deux outils et de comment ça pouvait aider les patients dans le cadre de régime sans FODMAP. Et puis, Gabrielle, qui est diététicienne et spécialisée dans le suivi des troubles digestifs, utilise les deux outils. Donc, elle va pouvoir nous parler de son expérience. Et on disait au début, c'est fou parce que Gabrielle, c'est une des premières à avoir utilisé mon suivi diète en 2019. Oui, Voilà. Donc, je suis trop contente de faire ça ouais, avec ça se voit. Et certainement une des premières pros aussi sur Pharmapédia. Ah, Donc, Oh ok, là là, précurseur. le coup de bol que j'ai eu, moi. précurseur. Trop bien. Bon, ben, je te laisse la parole, Emmanuel, si tu veux démarrer. Très bien. Merci. Bonjour et bienvenue à tous. Merci beaucoup, Marion. Allez, on va parler de ces troubles digestifs et vous me dites si vous m'entendez bien, si ça fonctionne bien, enfin, surtout si c'est pas le cas. Allez, les présentations ont déjà été faites. Enfin, remarque. Donc moi, à la base, pour vous expliquer, je suis un patient. Hein. Je suis un patient SI, syndrome intestin irritable. Et en fait, Fodmapédia, j'ai créé ce que j'aurais voulu avoir parce que c'est un régime, un protocole alimentaire qui fonctionne très bien, mais il manquait beaucoup de choses. Et donc, je dis que je fais de la vulgarisation parce que je dis que j'ai pas de légitimité médicale. Chacun son métier. Pour moi, le ou la gastro va diagnostiquer la maladie. Là où la diète va vraiment accompagner le patient. On en a besoin sur ce protocole alimentaire-là. On est des alliés naturels, hein, Fodmapédia et les diètes. Et Fodmapédia, c'est vraiment un outil pour répondre aux questions du quotidien. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est, comment ça fonctionne. Si vous êtes déjà expert, on va en parler plus à la fin, mais c'est peut-être un peu moins pour vous aujourd'hui. Donc ce protocole, pour qui ça a été pensé vraiment pour les personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable. Donc un syndrome du côlon irritable ou colopathie fonctionnelle, c'est les anciens noms, mais on parle bien de la même chose. Donc à la base, ça a vraiment été vraiment pensé pour cette maladie, entre guillemets, exclusivement. J'insiste sur l'importance du diagnostic, parce que c'est un protocole qui est très efficace, mais il faut que ce soit fait auprès des bonnes personnes. Voilà, parfois, il faut peut-être renvoyer vers un gastro avant, mais bon, on sait qu'il y a une errance médicale forte sur ces patients-là. Vous êtes quand même apte à juger. Sauf que ce protocole, il s'élargit de plus en plus. Il est de plus en plus efficace, on le voit. Il y a des études de plus en plus intéressantes sur d'autres pathologies. La première, c'est l'endométriose. C'est une comorbidité vraiment très forte avec le SI, parce que, vous le savez, il y a des symptômes digestifs qui sont fréquents, surtout en période menstruelle, et il est parfois difficile à distinguer du syndrome intestin irritable. Donc ce protocole FODMAP, il est souvent utile. Il ne faut pas tout attribuer au FODMAP, hein, s'il y a des douleurs pelviennes persistantes ou non cycliques, mais ça fonctionne vraiment, vraiment très très bien. Il y a deux études en 2025 qui ont montré une amélioration significative sur ces patients-là. Une de Monash, qui est une université australienne, qui est à la base des FODMAP, qui s'intéressait de près à l'endométriose, et une autre néerlandaise, je vous enverrai les liens si vous voulez. Ça monte vraiment de plus en plus. Il faut faire attention sur ces patientes qui peuvent être déjà fragilisées, faire attention aux restrictions. Donc il y a l'intérêt du protocole FODMAP allégé dont on parlera en fin de présentation. La fibromyalgie aussi, c'est une comorbidité très fréquente. Ces patients-là, il y en a plus de la moitié qui ont des troubles digestifs fonctionnels et ils partagent avec le syndrome d'intestin irritable une hypersensibilité centrale, pardon. Donc ça marche vraiment bien sur leur confort digestif, sur leur douleur abdominale et même la fatigue selon certains patients. Faut pas aussi surévaluer l'effet. L'impact est modéré, mais ça améliore la qualité de vie globale. Pour ce qui est Mickey, donc Crohn RCH, il faut le réserver aux patients qui sont en rémission clinique.
mais qui ont toujours des symptômes de type syndrome intestin irritable. Donc c'est pas du tout à faire hein, quand il y a des crises ou des poussées. Voilà, dans tous les cas, c'est au cas par cas. Euh, et puis, il y a une institution européenne, la ECHO, European Crohn and Colitis Organization, qui est vraiment reconnue pour les Mickey et Crohn, qui a publié ses recommandations en 2025, où bah, il recommande les FODMAP pour certains de ses patients. Donc voilà, c'est de plus en plus validé dans la littérature par les organisations. On le voit monter sur le terrain aussi, hein. Le SIBO, faut faire attention parce que c'est pas un traitement du SIBO, les FODMAP. C'est plutôt à considérer comme une approche symptomatique en attendant ou en parallèle d'un traitement ciblé. Syndrome fatigue chronique aussi. On voit des preuves vraiment intéressantes. Ça va, un peu comme la fibromyalgie, ça va venir réduire cet inconfort digestif et douleurs après repas. Faut pas imposer une éviction stricte à ces patients si la fatigue leur empêche de cuisiner ou de planifier. Là aussi, protocole allégé, intéressant. Euh, pour SPA, faut pas attendre d'impact sur les douleurs articulaires, ça, c'est intégré dans une approche globale, mais même son de cloche. Et je voulais terminer par les coliques de nourrissons. Alors, pas pour vous dire que de recommander un protocole FODMAP sur des nourrissons, mais là, c'est des études à plus petite échelle. On a vu que en changeant le régime des mères allaitantes, bah, ça réduisait sensiblement euh, les coliques des nourrissons. Ça, c'est plutôt prometteur, mais ça en dit long. Est-ce que Gabriel, tu veux intervenir là-dessus? Ton son de cloche, toi qui es du terrain, qui voit beaucoup de patientes, est intéressant. Moi, principalement, en effet, endométriose, là, j'en ai de plus en plus. C'est beaucoup plus fréquent et il y a de plus en plus de gynécos qui envoient vers des diètes pour mettre en place le protocole pour enfants. Donc, j'ai l'impression que déjà, c'est beaucoup plus dans les têtes, en tout cas, des gynécos, qu'en effet, ça va permettre vraiment de soulager. Et en fait, comme la plupart du temps, les femmes qui ont de l'endométriose, elles sont sous pilule, elles ont plus de cycle. En fait, elles ont encore des symptômes digestifs et là, c'est facile à évaluer. Donc, du coup, on sait que les symptômes digestifs sont forcément dus au syndrome intestin irritable et pas dus à l'endométriose. Et fibromyalgie, ouais, c'est tout le temps. Tout le temps. SPH, j'ai pas encore eu. Syndrome de fatigue chronique, après, je pense que c'est le diagnostic qui est toujours un peu qui n'est pas toujours mis. Mais oui, on voit dans tous ces cas-là que ça permet vraiment, vraiment de soulager. Et puis souvent, en plus, c'est des gens qui sont tellement perdus que ça leur permet d'avoir une solution pour au moins améliorer la qualité de vie. Et puis, comme tu disais, la fatigue, c'est quand même un trait commun de tous ces patients-là, c'est une fatigue chronique, quoi. Surtout cet énorme coup de barre après avoir mangé. Dès qu'ils mangent, il y a un énorme coup de barre. Et ça, c'est vraiment le cas pour tous les patients qui arrivent avec ce genre de pathologie, quoi. Oui. En tout cas, l'intérêt de l'accompagnement et le rôle des diètes est primordial sur ces patients-là. Bon voilà, donc c'est vraiment, hein, il y a un gros niveau de preuve élevé, validé sur le SI, mais sur les autres, je trouve que ça monte beaucoup. Et là, depuis 1, 2 ans, je vois une accélération forte des publications de recherche, des méta-analyses sur ces autres pathologies. Donc c'est réservé aux beaux candidats et il faut se faire accompagner, mais vraiment intéressant. Pour rappeler un peu les bases, là, je vous ai expliqué pour qui c'était, les FODMAP. FODMAP, hein, donc qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme anglais. Ça représente ces familles d'ingrédients qui peuvent poser problème, qui vont causer ces troubles digestifs. En fait, bon, c'est une histoire de glucides. Donc le F, c'est pour fermenter cible. C'est pas que c'est une famille en soi, mais ça introduit le fait que tous les glucides dont on va parler, ils vont fermenter dans ces intestins et provoquer ces troubles. O, oligosaccharides, D, disaccharides, monosaccharides et les polyols. Donc dans les oligosaccharides, vous avez les fructanes et les galactanes. Il y a l'inuline là-dedans, par exemple, le lactose. Dans les monosaccharides, alors c'est pas le fructose qui pose problème, c'est le fructose en excès du glucose. Un kiwi va être très riche en fructose, mais comme il a le même niveau de glucose, il pose pas de problème. Du miel qui est extrêmement, il y a un gros décalage entre les deux, va créer ces effets osmotiques au sein de la digestion. C'est ça qu'il faut aller regarder. Et dans le polyol, donc sorbitol, mannitol, xylitol, que ce soit des édulcorants qu'on retrouve
dans la nourriture transformée, mais dans des avocats, des champignons, des courges. Il y en a un peu partout, en fait, hein. Euh, et pour les fructanes et galactanes, vous les retrouvez dans l'oignon, dans l'ail, dans le blé, dans beaucoup de fruits et légumes, dans des légumineuses. Voilà un peu où est-ce que vous allez trouver ce- ces aliments et ces FODMAP. Allez, je vous parle du protocole. C'est un protocole qui se fait en trois étapes. Phase 1, une alimentation pauvre en FODMAP assez stricte. La phase 2, on va faire les tests de réintroduction. Et la phase 3, on appelle ça la phase de croisière, quand on a personnalisé tout ça. Donc cette phase 1, il s'agit en fait de mener des tests d'éviction ciblés. C'est pas un régime à vie, hein. L'objectif, en fait, il est simple, c'est de voir si en retirant ces FODMAP, les symptômes diminuent. Si oui, bah, on a une piste. Sinon, soit que c'est pas la bonne stratégie pour ces patients, soit il faut se plonger dans son implémentation parce qu'elle est peut-être pas bien respectée et souvent en fait la personne continue sans le savoir. Ils mangent des aliments qui sont riches en FODMAP et ça explique leurs troubles digestifs. Là aussi, vous, votre rôle, c'est d'analyser leur journal alimentaire et de pouvoir les guider là-dedans. 2 à 6 semaines, ça peut être voilà, relativement court, et il faut vraiment insister sur ce caractère temporaire, parce que sinon on va avoir des restrictions prolongées sans introduction, ça va aboutir à des carences, altération du microbiote, rigidité alimentaire, enfin l'orthorexie est vraiment pas bien loin. Parce qu'on a en fait, on a des gens qui restent là, bloqués sur cette phase pendant un an ou plus. C'est ça qu'il faut éviter. Euh, on parle souvent de phase d'éviction ou d'exclusion, c'est un peu les termes qu'on pouvait utiliser. C'est pas le bon terme, c'est pas une alimentation où on supprime sans rien mettre à la place. En fait, ce que Monash et les experts recommandent, c'est un régime de substitution. On va garder les assiettes pleines, équilibrées, tout simplement, on va juste les composer différemment. À la place de la pomme ou de la poire du dessert, on va mettre une orange. Euh, bon, c'est ce qui rend le régime plus soutenable, hein, d'ailleurs, hein. La phase 2, l'objectif là, c'est d'identifier les familles problématiques, hein, donc lactose, excès de fructose, ces fameux fructanes ou des polyols. Et on va tester chaque famille une par une. Et ça peut se faire en 6 à 8 semaines maximum. Donc là, l'accompagnement, il est clé. C'est vraiment la phase la plus technique, mais c'est aussi la phase la plus révélatrice. Parce que vous allez voir que beaucoup de patients découvrent qu'ils ne réagissent pas à tout. Généralement, c'est une, deux familles sur lesquelles ils réagissent vraiment. Donc ils tolèrent le lactose, mais pas les fructanes, ou le sorbitol à faible dose, mais pas en grande quantité. C'est vraiment un essai-erreur personnel. Il n'y a pas de test. Les fameux tests IgG dont vous avez entendu parler, on met tout ça à la poubelle, vous le savez. Euh, bon voilà, on entre dans le cœur de la personnalisation, c'est ça la stratégie, c'est d'aboutir à cette phase 3. En fait, c'est le moment où on arrête de suivre un régime, hein, et on va vivre avec son alimentation. Donc, on va reprendre les résultats de ces tests. Les familles qui étaient bien tolérées, on réintroduit, pas de problème. Les familles où on tolérait moyennement, ils vont réintégrer en petite quantité. Et les familles tolérées, on va éviter, provisoirement. Bon, et là, vous, votre rôle, c'est là où vous consolidez l'autonomie du patient. Parce que c'est temporaire. On parle de cette phase comme la phase de croisière, mais en fait, c'est une phase vivante. Les tolérances, vraiment, elles évoluent. Vous savez, le microbiote, il évolue, le stress diminue, l'intestin, il peut se réparer. Donc, ce qui n'était pas toléré l'an dernier, ça peut l'être cette année. Donc, en fait, on va organiser des retests, par exemple, tous les 6 mois ou un an, pour ajuster. Souvent, on se rend compte que ah ben, en fait, ça maintenant, ça passe. Bon, généralement, le patient, il va le sentir un peu avant, comme on est tout le temps à flirter avec des limites. Il fait, tiens, c'est bizarre, là, quand même, je sens que ça va beaucoup mieux. Donc, le but, c'est pas de se figer pendant des années sur des restrictions qui ont pas lieu d'être. Je vais faire un point sur l'efficacité et la légitimité scientifique des FODMAP, parce que on entend tout et son contraire là-dessus, mais il y a vraiment des résultats probants. C'est une amélioration des symptômes pour 70% des personnes atteintes du syndrome d'intestin irritable. C'est vraiment, on entend souvent que ça leur change la vie. Et on a même des études qui montrent la supériorité du protocole FODMAP sur les médicaments qui sont couramment prescrits pour un SI.
Là, il y a une étude vraiment dans The Lancet. On peut difficilement faire mieux en termes de légitimité médicale. Ça réduisait la sévérité des symptômes de 70% sur les patients qui suivaient l'alimentation FODMAP. Et l'autre cohorte, l'autre bras, c'était des gens sous médicaments, et eux, ça réduisait leurs symptômes de 58%. C'est vraiment intéressant. Il y a un consensus qui est mondial là-dessus. C'est étayé par franchement, vraiment beaucoup d'études cliniques de grande qualité dans des institutions reconnues dans le monde entier. Et c'est recommandé par des sociétés de gastroentérologie de nombreux pays. La nuance, c'est qu'ils ne le mettent pas toujours en première intention. Ça évolue, c'est pas du tout, ils ne sont pas forcément accordés en fonction des pays, de France, Angleterre, États-Unis ou autres. Bon, le rôle de l'accompagnement, il est clé parce qu'il y a vraiment beaucoup de patients qui se lancent seuls. C'est pas à vous que je vais expliquer que c'est intéressant de se faire accompagner. Ça, c'est aussi mon discours avec Fodmapédia auprès de ces patients. C'est d'insister parce qu'il y a vraiment un gouffre entre la théorie et la pratique. Il y a, il faut réinventer sa façon de manger, que ce soit chez soi ou à l'extérieur. Il faut réinventer sa façon de cuisiner, de faire ses courses. Et côté source, bah, il y en a peu qui existent. Les patients ils se rendent compte qu'elles sont souvent très contradictoires. Donc ça fait peu fiable, c'est obsolète. En fait, il y a eu beaucoup de mises à jour. Ça a évolué, la science a évolué. Donc des données, la feuille que le gastro, vous savez, donne avec à gauche ce que vous pouvez manger, à droite ce que vous ne pouvez pas manger, où il y a un petit 2013 en bas, c'est complètement dépassé. Malheureusement, on a beaucoup ça. Mais, voilà, le patient, il est perdu. Une diète et des bons outils, ça change tout. Il faut se faire accompagner parce qu'on va éviter les erreurs classiques. Ces patients, c'est pas rare qu'ils excluent des aliments compatibles, hein. Ils se privent inutilement et ils continuent à manger des aliments qui sont interdits en phase 1. Donc, soit cette phase 1, elle fonctionne pas, soit elle s'allonge des semaines et des semaines. En fait, ce protocole, il est pas compliqué, mais c'est complexe. Les patients, ils ont 1000 questions. Si vous avez déjà un peu abordé ces sujets avec des patients, et c'est pas juste une liste d'aliments interdits, hein. En fait, c'est des centaines de petits choix à faire au quotidien. Donc, que ce soit la fatigue mentale qui arrive, la motivation qui chute, d'où l'intérêt de l'importance du diagnostic au début, parce que un patient qui n'est pas bien diagnostiqué et qui va commencer les FODMAP un peu comme ça, c'est la meilleure chance de rater et de ne pas arriver au bout. Et puis bon, vous le savez, bah, en fait, le but c'est de personnaliser. Non, c'est le cas pour un peu tous vos patients, mais sur cette pathologie, il n'y a pas deux syndromes d'intestin irritable identiques, hein. Il faut adapter aux troubles. Il y a les grandes familles des patients constipation, SI de type C ou SI de type D, diarrhée. Il faut adapter au mode de vie, aux envies culinaires, aux habitudes, au budget et puis aux comorbidités qui sont pas rares sur ces patients-là. Bah, le FODMAP, bon, ça marche très bien, mais ça suffit pas, hein. Faut voir dans son ensemble, avoir l'hygiène de vie, la gestion du stress. On sait que ça a un impact direct sur la digestion et que ça peut aggraver les symptômes du SI. Donc, il y a vraiment de très bons niveaux. Il y a des études sur méditation, yoga, sophro, hypnose. Ça marche très bien. Il y a eu des études là-dessus. D'autres choses comme acupuncture, ostéopathie viscérale. Il y a eu, là surtout l'ostéopathie viscérale, il y a eu une grosse étude faite par des gastro-entérologues. Ils ont regardé ça, ils ont comparé. Voilà, la conclusion, c'est l'ostéopathie viscérale, ça marche pas. Et pour dire qu'ils sont pas du tout fermés, hein, aux médecines complémentaires, hein. Comme je vous dis, sophro ou hypnose, ça marche vraiment bien. Donc, des patients avec une composante stress, ça peut être intéressant de les flécher aussi là-dessus. Bon, je fais pas tout le laïus. Ouais, normalement, vous êtes convaincu de l'importance du sport, du sommeil, de l'hydratation, des fibres. Ça, c'était une étude de 2020 où on comparait les patients qui se lançaient dans les FODMAP en solo versus ceux qui étaient accompagnés par un ou une diète.
Et, et on voit que accompagné, on a plus que double les chances d'arriver au bout. Et vous voyez que c'est surtout en phase, entre la phase 1 et 2. La phase 1, ils se lancent, mais c'est en phase 2 qu'on peut perdre les gens et où ils restent bloqués en phase 1. Donc, votre rôle est majeur. Et en fait, pour moi, l'association parfaite, c'est vraiment l'accompagnement d'une professionnelle de santé pour la mise en place, pour personnaliser. Et FODMAPédia, c'est vraiment un outil pour connaître les teneurs en FODMAP des aliments. C'est vraiment, là, on va parler un peu de ces outils, mais c'est un moteur de recherche d'aliments, FODMAPédia. C'est accessible, c'est un site web et c'est une application. Il y a une partie qui est gratuite. On n'a pas besoin de se créer de compte. Vous pouvez taper un aliment, ça vous dit ce que ça donne. Et je vous explique ça en 1 minute, comme ça vous voyez un peu l'outil, et c'est plus court. Vous cherchez une application complète pour suivre votre régime FODMAP? Alors voilà pourquoi FODMAPédia, c'est un choix parfait pour les francophones. Je vous montre ça. FODMAPédia, c'est un moteur de recherche d'aliments. Ça vous donne la teneur en FODMAP des aliments, ça vous donne des astuces, des détails concrets, ça va vous donner des photos, voir les portions, voir à quoi ça ressemble, une portion faible, modérée pour éviter de sortir sa balance tout le temps, et ça vous donne des substituts. Là par exemple, avec la patate douce, vous pouvez voir que la carotte, le panais ou les pommes de terre, si c'est trop riche, vous pouvez la remplacer par ça. Vous pouvez consulter des listes d'aliments. Donc là par exemple, c'est les aliments autorisés en phase 1, classés par catégorie. S'il manque des aliments, demandez et en 48 heures, c'est ajouté. De plus en plus de diététiciennes recommandent FODMAPédia, surtout par rapport à l'application australienne dont la base de données est bien moins adaptée. Gratuit pour tous, les membres premium débloquent l'intégralité de la base de données. FODMAPédia, c'est l'appli FODMAP que j'ai conçue pour nous, les francophones qui souffront du syndrome d'intestin irritable. Et ça y est là. Vous cherchez une application complète pour suivre votre... Alors, je vais éviter de vous remettre 2 fois. Est-ce qu'on est revenu au slide de la conférence ou pas? Oui, ouais, ouais. Ok, très bien. Bon voilà, c'est vraiment, il y a une large partie qui est gratuite et la version premium, donc à 4,99 € par mois ou 49 € l'année, ils ont accès à l'intégralité. Cette fonctionnalité des listes qui est réservée au monde premium, elle est vraiment très utile et je suis appréciée des pros parce que ça permet de se débloquer. On voit la liste des aliments qui sont possibles, ça évite de se focaliser sur l'interdit. Donc voilà, c'est lancé depuis 2019. C'est vraiment mis à jour et enrichi en permanence. La base des travaux, c'est celle de l'Université de la Monash, hein, donc c'est conforme, sauf qu'on va beaucoup plus loin. C'est vraiment toutes spécificités locales font la différence. Et là, vous retrouverez dans l'espace ressources de Mon Suivi Diète, vous retrouverez un lien pour que vous puissiez essayer 30 jours gratuitement cette version premium. Et vous, en tant que diète, si l'outil vous plaît, vous pouvez parrainer vos patients. Ils peuvent profiter d'un essai gratuit. Et vous avez un tableau de bord où vous voyez où ils en sont, si votre invitation ça a marché. Et s'ils utilisent l'appli, vous voyez le nombre d'aliments qu'ils ont pu rechercher la dernière fois qu'ils sont venus. Mais je crois que ça, c'est assez similaire à mon suivi diète. Et d'ailleurs, je laisse la parole à Gabrielle pour nous parler un peu de comment elle utilise les outils, ces outils pro. Alors, pour mon suivi diète, l'intérêt, c'est comme tu disais, que ce soit la première phase. Moi, personnellement, j'appelle mes patients au bout de 15 jours qui commencent la phase pour faire un point à mi-parcours, savoir s'il n'y a pas trop de frustration, s'il n'y a pas une énorme perte de poids et justement pour voir une diminution des symptômes. Et l'intérêt, c'est de voir justement quelles ont été les erreurs, ou si justement il y a une vraie réduction des symptômes. Ils peuvent noter justement dans mon suivi diète comment ils se sont sentis ou s'il y a eu des crises et qu'on puisse identifier ensemble. C'est des patients qui ont besoin beaucoup d'être rassurés parce que c'est souvent des patients assez douloureux qui ont un diagnostic assez tardif et ça demande beaucoup d'empathie. Ils aiment beaucoup qu'on les accompagne, donc ils adorent ce genre d'appli parce que ils ont l'impression vraiment d'être soutenus et rassurés. Donc d'avoir une trace comme ça, un journal alimentaire pendant la première phase, c'est indispensable. Pour pas en effet, de faire une première phase hyper longue et que ça n'ait aucun intérêt ensuite, puis qu'ils perdent finalement la motivation.
Et la deuxième phase, c'est hyper intéressant pour justement voir qu'est-ce qui réagit, d'avoir une trace aussi, encore une fois, moi je fais ça plutôt sur 8 semaines parce qu'il y a un test par semaine et les fructanes, du coup il y a plusieurs tests pour les fructanes. Et du coup, ça me permet de voir justement exactement à quel FODMAP il y a une réaction et à quelle quantité. Et pour ma consultation de la phase numéro 3, j'ai une trace et au moins on peut en parler directement. Donc ça, c'est hyper intéressant d'avoir l'historique. Et évidemment, FODMAPédia, moi, ça m'a beaucoup soulagée en termes de travail parce que, encore une fois, c'est des gens qui ont beaucoup de questions et qui ont besoin d'être rassurés. Et donc, l'intérêt, moi, j'envoie une liste de courses, mais évidemment que je peux pas mettre tous les aliments. Genre, les 3D cacahuètes, est-ce que je peux? Et ben là, FODMAPédia réagit et du coup, hop, il marque M&M's, c'est bon, c'est OK. Donc, c'est intéressant parce qu'on trouve des marques du commerce et ça, ils adorent. Et ça permet aussi d'éviter la frustration et de voir que non, ils vont pas manger que des pommes de terre, des carottes et du jambon. Donc, FODMAPédia est hyper pratique pour enrichir un peu l'alimentation, diversifier et justement ne pas se cantonner à des choses très restrictives parce que mine de rien, il faut quand même qu'ils tiennent sur presque 3 mois, quoi. Donc, même si on réintègre, on va faire les tests, mais ça permet quand même d'avoir des idées de repas plutôt sympas et se dire qu'en fait, c'est pas si restrictif, c'est juste comme tu disais tout à l'heure, c'est une autre façon de manger, quoi. C'est vraiment une autre façon de manger. Ce qui est important, ce que je dis en premier, c'est dans tous les cas, même pour la phase 3, même après, quelque chose qui n'ira pas à quelqu'un qui a le syndrome d'intestin irritable et toutes les autres pathologies là associées, c'est l'accumulation. Donc, c'est de faire, par exemple, je fais un gros dalle de lentilles et je mange la même chose pendant 3 jours. Dans tous les cas, l'accumulation va être problématique. Plus ils vont varier l'alimentation à terme, moins il y aura cet effet d'accumulation et plus il y a de chances que finalement ils puissent manger un petit peu de tout sans avoir de symptômes digestifs. Donc les deux associés, et puis en plus les patients adorent ce genre d'application. Vraiment, ça les rassure beaucoup. Et puis on garde le lien et ça permet d'éviter en effet qu'on ait des gens qui soient beaucoup trop restrictifs, qui en effet justement de l'orthorexie ou vraiment une perte de poids ou beaucoup de frustration, et de faire des erreurs et que finalement ça fonctionne assez peu, quoi. Un grand merci pour ton témoignage. Gabriel n'est absolument pas rémunéré. Non. Oui, c'est vraiment. D'ailleurs, il faut qu'on en parle un petit peu. Et du coup, peut-être, moi, je rajouterais juste, est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu le présentes, les applis? Parce que là, je vois, c'est Mélissa qui posait la question. Donc, elle disait que l'appli n'était pas forcément disponible sur Apple Store, c'est ça? Il faut passer par le lien exact. Donc, comment tu fais pour, en fait, engager les patients à télécharger mon suivi de diète et télécharger FODMAPédia? À quel moment t'en parles et comment tu procèdes? Dès la première consultation, en fait, Ok. où je leur explique le protocole. Et dans tous les cas, la première question, c'est est-ce que je dois noter tous mes repas? Très rapidement, ils posent cette question et la plupart du temps, ils arrivent ils ont noté les repas parce qu'ils sont tellement perdus, ils comprennent pas. Donc, en fait, ça leur permet vraiment, c'est souvent une demande de leur part. Donc, Ouais. c'est dès la première consultation, en fin de consultation, je leur dis en effet, il va falloir avoir un journal alimentaire pour tracer, au moins pendant les 2 premières semaines, pendant cette première phase. Donc, assez naturellement. Alors, évidemment, il y a des personnes, des fois assez âgées, là, je propose pas forcément parce que je vois bien que ils ont déjà pas d'adresse mail, ça risque d'être compliqué. Mais en général, ils aiment beaucoup, ils apprécient, et puis ils savent que moi je vois également, donc ça leur permet d'être rassurés, comme je vous le disais tout à l'heure. Et il faut de m'appeler pareil dès la première consultation parce que je leur dis qu'en effet, ne tapez pas sur internet recette pauvre FODMAP ou la liste des FODMAP parce que vraiment c'est une catastrophe sur internet, les listes contradictoires pas du tout mises à jour. Je leur dis donc FODMAPédia, vous savez que c'est sûr, ça se base sur la Monash University, il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement et en fait prenez des recettes basiques et vous adaptez en fonction des aliments qui sont autorisés ou non. Mais au moins ils savent que ça c'est sûr et souvent ils s'en servent vraiment beaucoup. Donc dès la première consultation je leur propose, c'est pas obligatoire, hein, mais c'est rare qu'ils les prennent pas, très rare.
Ok. Oui, en fait, l'invite pour l'installer, pour mon suivi tête, je sais pas, mais pour Photomapedia, effectivement, elle n'est pas sur les stores, mais il y a un lien qui est accessible que j'ai mis là dans le chat, que n'importe qui peut y arriver. Mais dès que on arrive sur le site ou quand le professionnel de santé envoie l'invitation, c'est dans le premier mail le lien. Donc les patients trouvent assez vite généralement. Il est souvent dans les spams. À chaque fois, il galère. Enfin, c'est juste ça. Souvent, il est dans les spams. Donc, je leur précise à chaque fois. Ok. Ah, ah, Ouais. je passe retour là. Ok, je vais regarder ça. Allez, on va parler des contre-indications et de méthodes allégées. Parce qu'on s'est rendu compte que le protocole FODMAP standard, pour certains patients, il n'est pas indiqué. Alors, on va moduler tout ça. Mais voilà, des patients TCA, que ce soit actifs ou antécédents, c'est pas forcément les meilleurs patients. Ça peut réactiver il y a certains réflexes. Des patients très dénutris ou perte de poids involontaire, des patients qui ont des restrictions alimentaires importantes, soit des allergies multiples, tout ce qui est autour végétalisme, des enfants, des personnes très âgées ou en santé fragile, grossesse allaitement, tout ça, on est en train de s'éloigner de la méthode standard. Je mets un bémol sur VG ou vegan. C'est possible, hein, c'est possible, c'est complexe. J'aurais plutôt tendance à dire là, ce serait bien d'aller voir une diète qui a cette double compétence FODMAP et VG, parce que déjà que c'est pas évident à mettre en place. Faut rentrer tellement dans les détails en fait, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que je peux manger, que les conseils un peu standards, c'est quand même plus compliqué. VG, Euh, c'est possible. Vegan, il faut des compléments alimentaires vraiment beaucoup, mais VG, c'est possible quand même. Moi, j'en ai ah, pas tout à mal. fait, hein. Ouais, Ah, j'en c'est ai tout à pas fait mal. possible. J'ai juste, par rapport à la perte de poids involontaire, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de patients qui arrivaient avec une grosse perte de poids parce qu'il y avait tellement d'appréhension de manger suite aux douleurs qui se sont dit, bah, en fait, la seule façon que j'ai pas mal, en fait, d'arrêter de manger. Donc, en fait, le fait de faire le protocole pour un FODMAP, même en faisant le pas allégé, mais le vrai Standard. plutôt restrictif, mais en fait, ils mangeaient vraiment beaucoup plus varié et vraiment beaucoup plus qu'avant. Ça permettait justement d'augmenter d'augmenter le poids. C'était plutôt une bonne idée, quoi. Donc je le fais pas tout le temps allégé si justement on est sur des gens qui mangent plus parce qu'ils ont mal en fait. Ouais, ouais. Je pense qu'il faut adapter, trouver Ouais, la cause de pourquoi est-ce qu'ils ont perdu beaucoup de poids. Ouais, ouais. C'est c'est sûr ça. que si c'était par peur enfin, de Cause des troubles douleurs, il y en a digestifs, beaucoup, ouais. Ils disent certainement. bah, la seule solution c'est d'arrêter de manger. Ouais. Donc vraiment, c'est vraiment cette alternative. Le principe, c'est quoi? C'est de simplifier sans supprimer totalement. Donc en fait, on va éviter tous les aliments qui sont très riches en FODMAP et avec une liste plutôt très courte. Donc les principales suspects, c'est ail, oignon, blé, légumineuses. Euh, on va réduire les quantités sans éviction stricte de toutes les familles. Plutôt pour les personnes qui ont des symptômes digestifs modérés à intermittents. Enfants, personnes âgées, c'est pertinent. Des parents qui sont anxieux ou démotivés, c'est intéressant. Souvent, c'est un tremplin vers un protocole complet. Pour certains patients, on ne le sent pas pour plein de raisons. On va les mettre sur un protocole allégé et après, ok, ça fonctionne, mais ça n'a pas résolu tous les troubles. Ok, et là, et le patient et le pro prend confiance pour se lancer, surtout le patient, dans le protocole complet. Moi, j'aime à dire que c'est aussi pour les médecins qui hésitent à prescrire les FODMAP en première intention. Parce que ils entendent tellement et ils voient tellement de gens qui sont restés bloqués en phase 1 ou qui vont vraiment appauvrir leur microbiote qu'ils hésitent. C'est vraiment dommage parce pour moi, il y a une énorme différence entre vous êtes diagnostiqué sans intestin irritable et sur le pas de la porte, sinon il y a les FODMAP, merci, au revoir, mais je ne vous recommande pas. Voilà, je connais telle diète qui va vous accompagner et prenez aussi FODMAPédia. Enfin, où là, les taux de succès vont être très forts. Je pense que ça met du temps pour changer ces habitudes-là, mais c'est en cours. Donc c'est bon, c'est clairement bien moins contraignant à mettre en place. Ça peut suffire à réduire les symptômes dans 30 à 50% des cas. Et ça préserve, c'est sûr, beaucoup plus de diversité alimentaire et une relation apaisée à l'alimentation. Mais bon, les retours qu'on a quand même aussi du terrain et de divers pros et patients, c'est que le protocole allégé, le retour c'est ça va beaucoup mieux, alors que sur le protocole strict, c'est ah bah ça m'a changé la vie quand même. Donc c'est pas une solution magique, le protocole allégé.
C'est utile pour certains, mais il ne faut pas le remplacer. Voilà, c'est pas le nouveau standard pour remplacer le protocole classique. Tu veux en parler un peu ou pas? Tu en as déjà parlé. Euh, pour la méthode allégée, moi, c'est vrai que je la mets c'est assez peu. Vraiment, c'est vraiment très spécifique où vraiment, je sens que c'est des gens, ça va être très compliqué de changer les habitudes, où vraiment, ça leur paraît vraiment une montagne. Donc, on y va très progressivement, mais souvent, c'est aussi des gens qui ont une alimentation hyper industrielle où, en fait, finalement, on revoit d'abord l'hygiène de vie. Et du coup, en effet, en limitant l'ail, l'oignon. Mais finalement, je le mets assez peu en place parce que c'est tellement moins efficace que je le fais de moins en moins parce que sinon finalement on revient à faire un protocole pour un FODMAP plus strict plus tard et du coup on est sur des gens où vraiment la prise en charge est très longue et puis il y aura une perte de motivation, donc je le fais vraiment pour des personnes où je sens que ils vont pas vouloir peser, ils vont pas vouloir pour certains légumes, mais c'est en effet assez peu fréquent en tout cas. J'y suis beaucoup revenue. Ben, oui. Et puis je vois une question dans le chat à laquelle je réponds maintenant. Pour vous, j'ai fait un peu un panorama de toutes les formations que je recommande pour les FODMAP. Le Graal, la base, l'originelle, c'est celle de l'Université de la Monash, qui est depuis assez récemment traduite en français. C'était un gros frein pour beaucoup et c'est nombreux, c'est normal. Donc ça se fait complètement en autonomie, c'est environ 35 heures de travail. Voilà, je vous mets les tarifs et il y a même un code promo, c'est pas moi, c'est la fondation Digest Science, fondation lilloise qui a travaillé avec la Monash pour traduire et ils ont fait un deal avec eux. Eux, ils touchent pas d'argent, mais en échange, ils demandent une réduction pour les professionnels de santé français. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment très bien. Vous connaissez peut-être le CFDC de Florian Saffer, qui a deux journées différentes, niveau 1 et niveau 2, niveau un peu intro et niveau 2 pour aller plus loin. Donc c'est un mix de visio et d'autonomie en ligne. Euh, je crois que là, j'ai vraiment de très bons retours de la formation Nutriscience de Anne-Charlotte Jallet. C'est une diète belge qui est vraiment spécialisée de troubles digestifs, qui fait des choses très concrètes, qui est très orientée pour vous accompagner dans vos consultes. Elle est vraiment très intéressante avec un modèle de prix intéressant aussi. Et puis il y a que ce soit Julie Delorme ou tous les autres organismes que je mets là, l'ISA, la FDN, le CNAM, non pas Julie Delorme, mais tout ça, ceux-là ils sont en présentiel. C'est généralement des journées à Paris. L'avantage c'est que vous pouvez le faire prendre en charge par le FIFPL, hein, le Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux. Et puis, ouais, la formation Nutri aussi, qui est donnée par Juliette Jeanvresse. Tout le nom de ces diètes que je cite sont à chaque fois tous spécialisés, troubles digestifs, FODMAP, et vraiment maîtrisent bien le sujet. Et si vous êtes intéressé par de la supervision, je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais je sais que Cindy Rojo, Julie Delorme et Benoît Diagne font de la supervision sur ces patients. Voilà, je crois que j'ai vu passer rapidement une question sur des tests d'aliments, mais ça c'est une grande nouveauté. Pharmapédia, ça fait 6 ans que ça existe, mais on passe en laboratoire. On veut, avec la méthodologie de la Monash, tester des aliments. Donc c'était une campagne c'était vraiment un grand projet de l'année pour nous. Et il y a eu une campagne de financement participatif avec la communauté de patients et de pros. Il y en a beaucoup qui ont contribué. Donc ça a permis de financer pour la première fois des tests en Europe. Le but, c'est de tester nos aliments et de rendre des résultats transparents. On sait vraiment ce qui est testé. La Monash, vraiment, la conclusion, c'est que c'est très bien si vos patients sont australiens, mais s'ils sont français, c'est pas terrible. C'est pas toujours bien traduit, c'est pas bien adapté. Il y a beaucoup de résultats, on tape, on n'a pas d'infos. C'est vraiment la grande force de FODMAPédia. Et là, on a testé 13 aliments et le but, c'est de capitaliser là-dessus. Ça fait des années que je travaille dessus. Donc, on crée des échantillons qui sont représentatifs de ce qu'on a chez nous. C'est un travail que Monash pourra jamais faire, hein. Ils sont les premiers
à le dire, hein, et c'est normal. On ne peut pas tester les bouillons cubes. Les productions sont pas les mêmes. Donc, on a testé des croissants, on a testé des groseilles, les groseilles et les asperges, ça n'avait pas été testé du tout par la Monash. Là, on vient vraiment compléter leur travail. Hein. C'est pas pour donner des infos discordantes. Des crêpes de chez nous qui étaient très demandées. Et là, on a des résultats. On sait que bah, une demi-crêpe normale avec de la farine de blé et faible en FODMAP passe. C'est ça le résultat. Donc, des patients qui se retrouvent à l'extérieur peuvent eh ben, éviter aussi des frustrations. Bien sûr, c'est pas peut-être pas des données entières, mais voilà, on n'avait pas quasiment, il y a quasiment aucun champignon qui sont faibles en FODMAP. Et là, on a testé, c'était un peu pour aller à la pêche, et les cèpes qui n'étaient pas testés, les cèpes de chez nous, alors, bah, se révèlent être vraiment faibles en FODMAP. Enfin, c'est fantastique. Les pains de chez nous, les gens se demandaient pour le jambon, parce qu'il y a du bouillon, est-ce qu'il y a de l'oignon dedans, est-ce que c'est problématique? On se doutait très fortement que non, mais maintenant on peut objectiver ça. On fait avancer la science et avec des produits, voilà, le cidre, il se révèle avec un très fort excès de glucose, le, le fameux Nutella, du pollen, du Ricard, enfin, vous voyez, des produits très variés de chez nous, toujours avec la méthodologie de Monash, hein, les seuils de classification qu'on utilise sont les leurs. On fait au plus près de leur méthodologie et tout est transparent. Vous tapez FODLab, blog.fodmapedia.com/FODLab, vous avez toute la méthodologie qui est expliquée. Quand on s'en détache, on explique pourquoi. Donc voilà, soutenir FODMAPEDIA et envoyer des patients vers FODMAPEDIA, c'est soutenir bah, la recherche scientifique sur les aliments de chez nous. Ça fait vraiment une grosse différence. J'en ai terminé. On va passer aux questions-réponses. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à rallumer vos micros si on n'a pas répondu à des choses dans le chat. Si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas à le faire directement. Moi, j'ai pas eu le temps de lire tout vu que je D'accord. parlais beaucoup. Sinon, en attendant, est-ce que Gabriel ou Marion, vous voulez parler du gluten et des FODMAP? Je sais que c'est un sujet qui revient souvent. Ah ouais, ça c'est vraiment l'enfer, hein. Les gens, ouais, les produits sans gluten ne veulent pas dire des produits sans FODMAP, donc c'est vrai que il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le glucide du blé, donc ça va être le fructane. Le problème, on trouve pas trop, enfin, dire du pain, demander au boulanger du pain sans fructane, ça va être un peu compliqué. Donc, il y a beaucoup de confusion entre les deux. Et des gens qui achètent des choses, des pâtes à tartiner sans gluten, enfin, regardez toutes les traces de gluten. Ils se retrouvent avec des pleins de courses hors de prix. Donc, c'est bien, moi, j'en parle dès le début, moi, de cette différence, que, attention, on ne parle pas de gluten, qu'il y a des intolérances au gluten, mais là, dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable, c'est vraiment le fructane qui nous pose problème. Donc, en effet, il y a des pains sans gluten qui peuvent être autorisés, mais les gâteaux sans gluten ne sont pas forcément une bonne idée. Tout dépend lesquels, hein, mais durant la première phase. Mais c'est vrai que c'est une grosse confusion, ça. Mais sur les pains, c'est vraiment le gros truc sur lequel on est en train de travailler. J'en parlerai, c'est un peu prématuré, mais des pains qu'on retrouve, qui sont bien faits, avec du levain, surtout avec des temps de repos longs avant la cuisson, se révèlent être beaucoup plus faibles en FODMAP qu'on le croit. C'est vraiment intéressant et passionnant. Arrêtez d'envoyer des patients manger des pains des fleurs ou Mm. du pain sans gluten, bourré d'additifs, moins cher, facile à trouver, plus socialement acceptable. Et bon, il faut beaucoup de paramètres à tester. Donc, il y avait une question sur les diverticulites. Est-ce que le protocole FODMAP convient pour des patients avec des diverticulites? Alors, c'est pas préconisé, mais enfin, en tout cas, non, c'est pas forcément soulagé, surtout si c'est en cas de crise. On va éviter les fibres en cas de poussée de diverticules. Par contre, c'est un peu les préconisations par rapport à la prise en charge des diverticulites, c'est plutôt une alimentation riche en fibres, hors poussée, mais sauf si ça associe à un syndrome d'intestin irritable, mais non, non, c'est pas une préconisation. Chouk. Je vais pas dire d'autres questions.
En attendant, ouais, rappelez que on n'est pas dans un régime sans FODMAP, hein. C'est vraiment faible, faible en FODMAP. Ça change tout, hein. Oui, surtout qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se font un petit peu avoir, parce qu'en effet, dans la phase numéro 1, du coup, il y a des aliments qui sont autorisés, mais c'est des questions de quantité, les brocolis, les haricots verts, donc ça demande de peser, c'est le côté un peu contraignant, c'est vrai que ça demande de peser. Et j'ai des gens qui, naturellement, me le disent pas sur le coup, mais en fait, font cette erreur-là, ils se disent, bon, moi, je vais pas m'embêter, je vais prendre que les aliments qui contiennent pas de FODMAP, et je vais manger ça pendant un mois. Sauf que du coup, on enlève énormément de fibres, et en fait, on se retrouve avec des gens pendant la première semaine, plus de symptômes, donc c'est vraiment, ils sont très très contents, et on se retrouve avec une constipation vraiment, et des ballonnements qui reviennent au bout de la deuxième semaine, donc ils m'appellent en panique, bah, je comprends pas, c'est en train de revenir, ça fonctionne pas sur moi, et on fait un point, et on se rend compte qu'en effet, ils ont mangé carottes, endives, pommes de terre, et juste pendant 2 semaines, quoi. Alors, je leur dis bien, je sais que c'est contraignant, mais il faut ajouter un peu de brocoli, un peu d'haricots verts, un peu de courgettes. Il faut ajouter des fibres, sinon évidemment, on est sur un régime sans résidus et ça va, ça a aucun intérêt. Donc sans FODMAP, il n'y aura pas de résultat. Donc ça, je le redis maintenant fréquemment parce que sinon c'est quelque chose qui revient très souvent. Et en plus, on appauvrit le microbiote, donc c'est pas idéal. Et ma question, si c'était associé à un syndrome d'intestin irritable, diverticule. Oui, bien évidemment, oui, si c'est associé, oui, là pour le coup, ça va permettre de soulager les symptômes. Mais pas en cas de crise de diverticule, là on évite les fibres. Tout, tout, tout. Et bon, on a peut-être fait le tour, hein. Ouais. Est-ce que, Emmanuel, tu peux, moi je le remettrai dans l'espace ressources, mais peut-être redire les avantages qu'ont proposés aux abonnés Mon Suivi Diète par rapport à un abonnement sur Fodmapédia? Donc, attends, je suis pas sûr d'avoir compris. Là, ils vont retrouver un lien, ils peuvent essayer gratuitement pendant 30 jours avec un lien spécialement suivi diète. Donc, ils ont accès à la version premium gratuitement. Et si c'est pas le cas, enfin, si on ne voit pas directement dans votre email que vous êtes un pro, vous nous envoyez un mail et on active la fonction pro qui vous permet d'inviter vos patients. Même si vous n'êtes pas premium, vous n'avez pas besoin d'avoir un abonnement premium à Phonopedia pour pouvoir inviter vos patients. On comprend très bien que si vous en avez juste une fois de temps en temps. Et puis aussi, vous aurez un lien pour, si vous prenez le premium, avoir 20% de réduction sur votre abonnement. Donc, ça veut dire à l'année, vous l'avez à 39 euros au lieu de 49 euros. C'est tout l'outil. Je vais partager, j'ai les liens, je peux les partager là dans le chat déjà pour ceux que ça intéresse. Ouais. Voilà, puis je remettrai tout ça dans notre espace code promo sur Mon Suivi Diète. La Est-ce- porte est vraiment ouverte si, en tant que pro, si vous voulez faire évoluer l'outil, très à l'écoute. Voilà, c'est fait en France et c'est un gros. C'est pas que pour la France, c'est vraiment le focus de Photomapedia, c'est la francophonie, donc Belge, Suisse, Belgique, Suisse et Québec. Toutes ces spécificités locales sont prises en compte. Donc, que ce soit des manques de fonctionnalités que vous trouvez intéressantes ou de la base de données. Tiens, chez moi, on appelle telle salade d'une autre façon, ça y est pas, et les patients ne le trouvent pas. Alors, on enrichit ça, et extrêmement réactif, et on sait que ça fait une différence sur les patients à la fin. Ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, ça, on peut suivre l'évolution aussi sur le site. On peut suivre où Fodmapédia sur les réseaux, sur LinkedIn peut-être aussi. Ouais, non, LinkedIn peu, Instagram peu globalement, mais oui, oui, Instagram, @Fodmapédia, la newsletter, je dis qu'elle est mensuelle, mais en fait, des fois, il n'y a rien pendant 6 mois. C'est vraiment quand il y a quelque chose d'intéressant à vous dire. On a du mal à en essayer d'avancer sur le fond. Là, ce projet de laboratoire est vraiment passionnant, très chronophage, mais c'était extrêmement compliqué d'apprendre. En fait, on a dû détricoter tout ce qu'avait fait Monash pour le faire chez nous. Eux, ils ont des financements publics, des équipes de PhD en nutrition, une aura mondiale. Et nous, on n'a clairement pas les mêmes moyens, mais en fait,
En fait, c'est pas si compliqué. Je veux dire, les machines, là, c'est de la chromatographie liquide. On le retrouve dans beaucoup de laboratoires. Et puis, comme on est des territoires, la France et l'Europe, de nourriture, tous les producteurs doivent faire tester ces aliments. Donc là, vous voyez les étiquettes avec les taux de glucides, c'est ça, c'est ces choses-là qu'on utilise. Donc, par exemple, tester le glucose et le fructose d'une fraise, bah, ça coûte 50 euros, c'est trois fois rien. Par contre, les fructanes ou les gosses ou les polyols, c'est beaucoup plus compliqué. Là, aujourd'hui, je travaille avec quatre laboratoires, trois en France, un aux Pays-Bas. Il faut réussir à simplifier cette logique. Et je suis en train de les faire évoluer leur process pour pouvoir avoir un test global dédié FODMAP. On va pouvoir baisser les coûts, augmenter la rigueur scientifique. Et la chance qu'on a, c'est que les deux leaders mondiaux de ces tests en laboratoire sont français. Donc maintenant, ils sont dans le monde entier. Mais on peut avoir des économies d'échelle et des précisions et des connaissances sur ce qu'ils appellent des matrices alimentaires, c'est-à-dire des types d'aliments. Euh, Tester ce glucose et ce fructose d'une fraise, c'est très facile, mais le tester sur un produit carné, bah, c'est pas pareil. Donc je vais pas l'envoyer au même laboratoire. Donc, ces savoir-faire, on les a, et en fait, on va être bien meilleur à moyen terme que Monash, parce qu'ils ont la méthodologie, mais ils n'ont pas la précision industrielle de nos labos européens. Ok, bah C'est c'est super intéressant en tout cas de découvrir comment ça se passe derrière, quoi, et de faire évoluer ça, de faire évoluer la science, comme tu disais, avec des recherches européennes, c'est trop bien. C'est un beau Ah bah boulot. oui. Merci beaucoup. Bah oui, tu vois, je l'avais déjà préparé, mais j'avais oublié. Un grand merci à tous. Merci pour ce live. Merci Marion Merci à toi. m'avoir invité. Et merci beaucoup Gabriel d'être là. Merci À très beaucoup. bientôt. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Bonne journée.